Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la permaculture appliquée à l'habitat. Bonjour Joris. Bonjour Pascal. Alors merci à toi Joris d'accepter notre nouvelle invitation pour nous faire cette présentation. Si vous ne connaissez pas encore Joris Danton, je vous invite à regarder les autres vidéos et lire ses articles. Je vous ai ajouté en bas dans le descriptif de la vidéo les liens vers ces articles et vidéos. Alors le sujet du jour, appliquer la permaculture dans l'habitat. Design, principe et exemples concrets. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce sujet, Joris, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, tes compétences en permaculture et dans quel cadre as-tu déjà pu appliquer ces règles ? Ok. Bien, j'ai fait un parcours en droit immobilier et en aménagement du territoire. Donc les questions liées à l'habitat, c'était déjà bien présent dans mon parcours d'études. Puis en sortir des études en 2015, j'ai suivi un certain nombre de stages autour de la permaculture. Alors initiation à la permaculture, cours de conception en permaculture, le fameux CCP. D'autres stages, notamment chez Habitat Énergie Naturelle, donc l'association basée en Loire-Atlantique qui bosse sur l'éco-construction. Et puis, à partir de 2015, fin 2015 jusqu'en 2020, j'ai co-présidé l'association Permaculture 44, donc le réseau des permaculteurs en Loire-Atlantique. Ça a été l'occasion de faire beaucoup d'événements grand public, et entre autres sur les thématiques liées à l'habitat, faire des visites de sites, faire beaucoup de pédagogie, d'animation autour de tout ça. Bon, parallèlement à ça, j'ai été juriste immobilier à la Confédération Générale du Logement de 2016 à 2018. Donc voilà, il y a eu cette pratique également du droit à ce moment-là. Et à partir de 2017, j'ai commencé à développer mon activité en tant que formateur consultant en permaculture, ce qui, entre autres, regroupe le fait de mener des formations sur le sujet, des formations en ligne, des formations en présentiel, faire du conseil pour des projets de projet, écrire aussi des livres. Pour moi, il y en a deux publiés en auto-édition sur le droit applicable aux différentes formes d'habitat. Et de 2018 à 2020, eh bien, j'étais aussi fort occupé par la rénovation de ma maison actuelle, donc une rénovation d'une maison traditionnelle, ce qui était quand même beaucoup l'occasion de mettre la main à la pâte. Merci pour ces précisions Joris. Je te laisse donc la parole maintenant pour faire cette présentation donc sur le thème aujourd'hui de la permaculture dans l'habitat. Ok, donc on est parti. Permaculture, c'est vrai qu'on associe très souvent ça à une application dans le domaine du jardinage ou de l'agriculture, mais en réalité, c'est une approche holistique, une approche globale, qui peut s'appliquer dans tout autre domaine d'activité, et donc dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'habitat. Voilà. C'est ce que je veux prendre le temps, essayer d'expliciter et d'illustrer. Hop, ça c'était des petites images sur mon parcours personnel, la SGL, l'association Permaculture 44, et puis ma maison actuelle. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube, Atelier Fertile, on trouve entre autres l'enregistrement d'un webinaire où je vous présente en détail cette rénovation. Donc, permaculture, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est? Très brièvement, je resitue le fait que c'est émergé en Australie, et plus précisément, c'était dans l'île de Tasmanie, la grande île au sud-est de l'Australie, là, qu'on voit ici. Et dans les années 70, donc, il y avait deux fondateurs, Bill Mollison, d'une part, qu'on voit ici, et puis David Holmgren, qui ont une génération de différence. Mollison encadre le doctorat d'Holmgren, qui finalement porte sur cette question fondamentale: comment créer des systèmes agricoles pleinement pérennes sur le long terme, réellement durables. Et c'est dans ce cadre de ce travail de recherche qu'émerge le concept de permaculture. Ils inventent même le terme donc à ce moment-là. Et il y a un premier ouvrage en 78, l'édition originale Permaculture 1, et l'année suivante, voilà, ça a été suivi par Permaculture 2. Et ce qui apparaît très vite dès ces premiers ouvrages, c'est que le champ d'application de la permaculture ne se réduit pas aux problématiques agricoles, mais au-delà de ça, ils réfléchissent à une approche holistique, une approche globale, qui permettrait de penser des sociétés humaines réellement durables. Et donc on commence vite à parler d'aménagement de sites et de construction. Donc cette notion de finalement créer des lieux de vie intégrés, où différentes facettes d'une vie humaine sont présentes, eh bien ça émerge très vite.
Alors bon, l'histoire de la permaculture continue. Il y a un élément assez fondateur qui a été en 88, c'est la publication de cet ouvrage, Permaculture Design Manual, donc un ouvrage de référence sur la méthode de design en permaculture. Bon, alors aussi pour resituer, d'où est-ce qu'ils vont tirer leur inspiration, sur quoi est-ce qu'ils vont se baser. Mollison comme Grain, on va avoir schématiquement, d'une part, les connaissances scientifiques sur le fonctionnement des différents écosystèmes, comprendre le vivant pour ne pas l'impacter et même trouver des solutions face aux problèmes. Des peuples premiers et les paysanneries traditionnelles autour du monde. Ça aussi, c'était un changement de cap par rapport à l'industrialisation du secteur agricole qui avait lieu à ce moment-là, dont ils étaient contemporains, de considérer que des techniques traditionnelles pouvaient être valables, en tout cas qu'elles pouvaient être étudiées, qu'elles pouvaient servir de piste pour le futur. Et puis enfin, il y a un certain nombre d'inventeurs, de scientifiques au cours du XXe siècle qui sont aussi largement cités par Mollison et Grain, qui ont des inspirations aussi majeures. Bon, la liste est longue, mais quelques éléments, voilà, je vous ai mis certains des principaux. Percival Yeomans, ingénieur des mines australien qui a écrit le Kiln Design, Masanobu Fukuoka, agronome et microbiologiste japonais, Robert Hart, considéré comme le fondateur des jardins forêts, ou encore John Russell Smith, un des pères fondateurs de l'agroforesterie. Bon, et puis l'histoire de la permaculture, elle comprend aussi le premier habitat en permaculture, parce que c'est celui de David Holmgren. Donc il va le créer officiellement, ça va démarrer en 1982, et c'est très largement documenté. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage par la suite, dans les années 2000, qui retrace toute l'évolution et tout le design du site. Bon, c'est très bien documenté, il y a un certain nombre de documentaires anglophones qu'on peut trouver en ligne, d'ailleurs, si vous cherchez ça. Donc c'est un peu la référence logique. Après, il y a une dimension aussi collective qui prend place rapidement. C'est pour ça que je vous montrais ici l'image de Crystal Waters, le premier éco-village fondé en permaculture en Australie. Donc il y a cette dimension collective voilà, qui prend place assez rapidement. Alors, on en arrive à cette question, souvent, comment définir la permaculture ? Comment faire une définition qui soit synthétique, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une seule définition canonique. Moi, la définition que je donne, puisqu'elle est courte, c'est l'art de créer des écosystèmes humains durables. Donc, comment créer, puisqu'il s'agit de bien faire les choses pratiques quand même, des systèmes qui sont pensés en tant qu'écosystèmes, s'inspirer du vivant en même temps chercher à le préserver, humains parce qu'ils ont vocation à répondre à la palette de nos besoins en tant qu'être humain, et puis d'autre part ils sont créés par nous, et ils sont durables, donc c'est pour boucler avec l'étymologie de permaculture, parce que c'est l'abréviation de permanente culture, donc une culture de la permanence, donc quelque chose qui va tenir la route sur le long terme, et si on parle d'habitat, normalement sur des siècles. Donc l'art de créer effectivement des écosystèmes humains durables. C'est vrai que souvent dans les représentations qu'on a autour de la permaculture, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, on associe beaucoup ça à l'agriculture, encore une fois, puisque et c'est vrai, historiquement, c'était le premier champ de recherche de Mollison et Holmgren. Ils sont d'abord focalisés là-dessus, mais bon, une fois qu'on a posé ça, historiquement, ça s'est développé dans bien d'autres facettes, et donc ça peut porter également sur l'habitat. Il faut aussi, je pense, expliciter le fait, très brièvement, mais qu'on a une proposition aussi à la fois philosophique et politique de changement de paradigme, de façon de vivre et d'interagir avec le monde, passer d'une relation de domination, de contrôle, d'exploitation vis-à-vis du reste du monde, de l'existence, à une relation de co-création et d'égalité avec le reste de l'existence, qui donc se transpose aussi bien dans la relation de nos humains avec le vivant, comme dans le fonctionnement de sociétés, des organisations. Voilà, donc cette idée des fondamentaux de la permaculture qui vont à la fois rayonner et faire du lien entre finalement toutes les facettes des activités humaines et de nos sociétés, c'est ce qui est représenté par un diagramme qui est très partagé dans le mouvement permaculturel, qui est la fleur permaculturelle que je vous ai mis ici à l'écran. Alors, comment c'est structuré tout ça ? Eh bien, on a d'abord 3 principes éthiques centraux, sont assez simples finalement. Prendre soin de la terre, donc à minima, comment ne pas causer d'impact négatif, mais aussi comment on va faire en sorte de régénérer l'état des écosystèmes. Prendre soin de l'humain, individuellement et collectivement, et le partage équitable. Comment est-ce qu'on va mettre en place des formes de partage équitable ?
près à toutes facettes confondues, des formes de ressources notamment. J'aime bien resituer la permaculture en utilisant cette petite métaphore de l'arbre finalement, parce qu'on est vite submergé aujourd'hui dans des quantités d'informations quand on s'intéresse au sujet, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident d'y voir clair, d'avoir une vision structurée de ce que c'est, de ce que ça propose. Donc je vous ai dit, aux sources, aux racines, on a compréhension scientifique des écosystèmes, piocher dans les traditions, et puis des chercheurs innovateurs qui ont été importants pour Mollison et Holmgren. Puis il y a la colonne vertébrale, vraiment l'identité de ce qu'est la permaculture, c'est sa philosophie axée sur ce changement de paradigme dont j'ai parlé, et puis ses principes éthiques. Les grandes branches maîtresses, ça va être les principes de conception et les principes fonctionnels, donc c'est des éléments qui nous aident à structurer notre réflexion, et on va développer tout ça un peu plus tard. Après, les petites branchettes, ça correspond aux stratégies qu'on met en place dans tel endroit, dans tel contexte pour répondre à tel objectif. Puis pareil, les petites feuilles, c'est les techniques et les outils. Tout comme les stratégies, c'est très contextualisé. Et ce qui permet de faire du lien avec tout ça, c'est la méthode de design. Voilà. Bon, donc, ce sur quoi je veux passer un peu plus de temps, c'est ça, c'est-à-dire, vous avez, des principes éthiques au cœur, très bien. Donc ça, c'est la première base de réflexion. Puis, une fois qu'on a posé ça, la deuxième base, la deuxième fondation, c'est des principes fonctionnels. Donc, je voulais aborder ici, aborder un peu plus en détail, et puis donner des exemples d'applications qui portent sur de l'habitat. Bon. Observer et interagir. Vous noterez d'ailleurs que c'est le premier, c'est-à-dire que la première des choses, c'est d'observer précisément. Il y a une importance vraiment cruciale qui est mise sur l'observation. Éviter de transposer dans tous les contextes des solutions prêtes à penser, pré-mâchées, qui est un réflexe culturel très fort, mais prendre le temps, c'est de se donner cette discipline de comprendre un contexte avant même de réfléchir aux solutions techniques. Donc, par exemple, en cas d'une rénovation thermique, faire une infographie infrarouge pour comprendre où est-ce qu'il y a des problématiques de déperdition thermique sur un bâtiment, par exemple. Ou encore faire une étude hydrogéologique pour comprendre les caractéristiques d'un sol et derrière anticiper les problématiques, par exemple sur la mise en place technique, sur la mise en place des fondations. Collecter et stocker l'énergie. Ici, ce principe, ça vise à faire les foins tant qu'il fait beau, c'est-à-dire avoir conscience du fait que globalement, dans un environnement, les formes de ressources renouvelables sont présentes à certains instants et pas à d'autres. Donc, encore faut-il anticiper pour justement faire face au moment où on n'aura plus telle ou telle ressource disponible à l'instant T dans un environnement. Donc, par exemple, je vous ai mis cette petite image puisque je la trouve intéressante. On a plusieurs façons de collecter et stocker l'énergie. En l'occurrence, ici, c'est l'énergie solaire directe, avec une architecture très ouverte vers le sud, qui permet donc des apports solaires importants, des panneaux photovoltaïques, un panneau solaire thermique. Et donc ici, déjà, dès le premier coup d'œil, on voit trois formes, par exemple, de l'utilisation de ce principe. De toute façon, collecter l'énergie, par énergie, il faut comprendre de façon plus générale les formes de ressources renouvelables qui sont présentes dans un environnement donné. Créer une production, cette notion de redevenir, reprendre en main nos moyens d'existence, passer de la posture du consommateur à la posture du producteur, vous voyez, et ça peut se faire par des choses finalement assez simples, c'est pas toujours des choses forcément très très complexes à mettre en œuvre. Par exemple, comme mettre en place une dérivation sur une descente d'eau pluviale pour collecter les eaux pluviales. Appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction, ça c'est cette capacité de faire des bilans, avoir une capacité d'autocritique, d'auto-analyse de ce qui se passe dans un système donné. Par exemple, sur quelle est ma consommation électrique, si je suis relié au réseau électrique, je vais voir ma facture, où est-ce que j'en suis, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Donc, a priori, si c'est trop important, sur quoi je vais partir, quelles sont les stratégies, les outils, les équipements qui permettraient de diminuer la consommation électrique, par exemple. Voilà, donc, c'est derrière cette notion qu'il n'y a pas de système parfait, qui serait périn, comme ça, qu'on mettrait en place, qui durerait de toute éternité. C'est bien par cette capacité de se réajuster, de comprendre ce qui fonctionne pas, d'avoir finalement cette capacité de se réajuster en permanence, qu'on va vraiment créer des systèmes qui sont pleinement périns sur le long terme. Utiliser, valoriser les services et les ressources renouvelables.
c'est assez explicite, hein, c'est se poser la question, quels sont les services et ressources renouvelables dans une site, dans une localité où a lieu, et en l'occurrence un habitat. Renouvelable, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, une ressource ou un service qui ne va pas s'épuiser lorsqu'on l'utilise, alors à condition de l'utiliser de la bonne façon. Hein. Par exemple, le bois est une ressource éminemment renouvelable, à condition que ça provienne d'une sylviculture, d'une production forestière qui soit elle-même durable dans ses pratiques. Alors, ça peut aller aussi bien par le fait de mettre en place des éléments comme plantation forestière ou d'utiliser des choses déjà existantes. Ensuite, vous avez le 6, ne pas produire de déchets. Là aussi, c'est assez simple. Alors, c'est aussi bien dans ce qu'on va consommer, dans les éléments, des investissements qu'on va mettre en place dans le système, que sur l'utilisation après du déchet ou des déchets réalisés, que ça va s'appliquer. D'ailleurs, ça va dans le sens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, c'est-à-dire que ça va poser la question de est-ce que les formes de déchets que j'ai mis en place, est-ce que je peux les réutiliser moi-même, ou elles peuvent devenir une ressource pour un autre acteur dans mon territoire, et aussi est-ce que des formes de déchets d'acteurs de mon territoire peuvent devenir pour moi une ressource. Je vous ai mis ici un exemple que moi personnellement j'aime bien. Ce sont des bardages en bois de type yakisugi, donc c'est une forme de bardage qui vient d'une tradition de construction japonaise, qui consiste à carboniser deux faces de pièces de bois qui servent derrière à faire des bardages et qui permettent derrière avoir une très bonne durabilité du bois en conditions extérieures et ce sans utiliser aucune forme de produit chimique. Ensuite, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Donc, c'est donner la discipline de faire les choses par étapes. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Je sais que c'est un biais qui est fort, vraiment d'expérience, de partir bille en tête sur telle solution technique, sur tel matériau, etc. Ici, ça nous invite à aller par étapes. Donc, par exemple, une fois qu'on a défini l'emplacement d'un bâtiment sur un site, puis ensuite qu'on est arrivé sur la distribution des pièces, on arrivera enfin sur le choix d'un pare-pluie ou d'un bardage, par exemple. Donc, faire les choses par étapes, éviter donc de mettre la charrue avant les bœufs. Intégrer plutôt que séparer, c'est un autre principe qui nous vise à penser, à réfléchir plutôt sur les différentes façons dont on pourrait créer des synergies dans un système entre des éléments, plutôt que de les réfléchir de façon séparée. Alors, par exemple, plutôt que de me séparer des eaux grises, que je considère comme un déchet qui irait tout à l'égout ou dans une forme d'assainissement complètement, enfin comment dire, dans lequel ça serait complètement évacué comme c'est toutes eaux classiques. Eh bien, ici, le système de phytoépuration, il vise à intégrer la présence des eaux grises dans un habitat, dans son extérieur, avec l'idée, dans ce qu'on pense synergie, de créer des fonctions qu'on n'aurait pas eues si on avait séparé les éléments. Donc là, il y a des fonctions esthétiques, paysagères, des fonctions de création de nourriture pour les pollinisateurs, création de biomasse, etc. De façon plus générale, c'est une invitation, et ça fait partie du regard du permaculteur, sur comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des formes de mix, d'interrelation entre des éléments, des espèces, etc. Plutôt que faire des espaces monofonctionnels, faire des espaces plurifonctionnels. Utiliser des solutions à petites échelles avec patience, donc donner du temps au temps, pour prendre beaucoup moins de risques, pour se donner le temps d'apprendre, de faire de la rétroaction, et finalement faire des projets qui sont, je pense, beaucoup plus sûrs dans leur façon d'avancer que faire à grande échelle et très rapidement. C'est cette notion de progressivité aussi, qui va rebrousse-poil du court-termisme lequel on est très conditionné aujourd'hui, et c'est aussi un des principes. Utiliser et valoriser la diversité, donc, c'est aussi pour mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas, dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs, pas une solution parfaite. Il y a une pluralité de solutions qui sont cohérentes avec les principes de la permaculture. Donc, allons piocher là-dedans, pas de dogmatisme sur qu'est-ce qui serait parfait dans l'absolu. Utilisons la diversité des matériaux, des formes d'habitat, des modes d'habitat, des modes de vie, pour jouer avec. C'est l'idée qu'on va trouver derrière ce principe-là. Utiliser l'interface et valoriser les éléments en bordure, donc c'est nous intéresser à ces éléments finalement qui sont la rencontre entre deux espaces, la rencontre entre un habitat et un jardin par exemple. Ces espaces souvent qui ne sont pas pensés, qui ne sont pas réfléchis, et ici en l'occurrence c'est voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors si on parle
d'une bordure, une bordure assez évidente, c'est entre l'enveloppe d'un bâtiment et la partie extérieure, donc comme mettre en place, la chose est bien connue maintenant, des serres bioclimatiques qui vont permettre de jouer un rôle de tampon thermique, de créer des formes de production végétale également. Bon, c'est un exemple assez courant pour illustrer le principe. Et enfin, utiliser le changement et réagir de manière créative, donc plutôt que faire bloc face au changement, trouver des façons d'en tirer parti. Bon, les changements sont multiples, de toute façon ils ont lieu tout le temps, des changements sociaux, des changements économiques, et puis c'est un grand changement, bien sûr, c'est le changement climatique. Donc, c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple-là, moi, je trouve assez parlant. C'est des projets de création de quartiers, c'est des projets d'aménagement sur 30 mous, donc c'est au sud de Nantes, au bord de la Loire. L'estuaire de la Loire est amené à avoir des niveaux d'eau plus importants que jusque-là. Donc ça pose des grandes questions en termes d'aménagement dans des zones qui sont très denses. Et bien là, il y a toute une réflexion en cours sur ces quartiers qui vont être mis sur pilotis et qui vont avoir tout un ensemble de dispositifs techniques qui vont permettre de faire avec des variations importantes du niveau des eaux. Alors, donc, méthode de design en permaculture, donc on peut les résumer par Vaubrezimette, alors c'est-à-dire quelle est la vision, prendre le temps d'expliciter, de marquer quelle est la vision qui nous anime, donc c'est quoi notre imaginaire, c'est quoi ce qu'on veut voir incarné en termes de valeurs, de mode de vie, de quotidien sur un site, prendre le temps de l'expliciter, voilà, je constate beaucoup dans mon expérience, on le fait pas spontanément, ça fait partie mais ça fait partie bien de la méthode, de se donner cette règle-là, de prendre le temps de le marquer, de l'expliciter, de mettre des mots là-dessus. Ensuite, l'observation, donc comprendre dans le contexte, etc. Les bordures, s'intéresser à ce qui environne un site, remarquer quelles sont les ressources disponibles, financières, humaines, matérielles, évaluer quels sont les objectifs pratiques, opérationnels qu'on va mettre en place, puis on arrive après à la phase du dessin, donc la conception technique, toutes ces facettes d'un projet, de l'implémentation, donc la mise en œuvre pratique. Il y a cette notion que c'est un processus continu, le design. Il n'y a pas un moment où on terminerait, parce qu'après on arrive sur la maintenance, donc à la fois je fais fonctionner le système et en même temps j'observe ce qui a lieu, d'où on arrive encore sur l'évaluation. Le fait de faire des bilans, de la rétroaction, comme on avait dit précédemment, et on arrive derrière sur le type de transformation, donc le fait de faire évoluer le système, cette notion comme ça que ça va pouvoir pouvoir se remettre en question au fur et à mesure du temps. Alors, les principes fonctionnels, ils sont aussi complétés par des principes appelés de conception. On va y trouver la notion de prévoir l'efficacité, notion d'efficacité énergétique d'un design. Donc, là, clairement, on rentre dans ce qu'on appelle maintenant la démarche Négawatt, du nom de l'association Négawatt qui travaille depuis des années en France sur les questions de transition énergétique. Donc, schématiquement, c'est déjà donc, enlever ce qu'on peut faire en termes de tout ce qu'on peut en termes de perte d'énergie. Une fois qu'on a enlevé ça, améliorer l'efficacité énergétique des éléments, puis favoriser enfin, en troisième lieu, les sources d'énergie renouvelables. Autre principe de conception, c'est que chaque élément a plusieurs fonctions. Et cette notion de les éléments majeurs, donner une pluralité de fonctions, utiliser au mieux finalement les matériaux, les ressources dont on dispose. Donc, je vais ici l'exemple d'un poêle qui, outre la fonction première de production de chaleur dans l'habitat, peut servir pour faire de la cuisine. On pourrait imaginer aussi un poêle bouilleur qui servira à faire de l'eau chaude sanitaire. Et en parallèle, on trouve ce principe de conception, chaque fonction assurée par plusieurs éléments, créer de la redondance, au moins sur les fonctions vitales, les fonctions réellement importantes. La redondance, donc, pour faire face au cas de non-fonctionnement d'un des éléments. Voilà. Comme capter, stocker l'eau de pluie, ça peut être assuré bien par des bassins, comme des cuves, comme le fait d'avoir un sol riche en humus qui est capacité à retenir fortement les eaux pluviales. Les principes de conception, on trouve aussi la notion de résilience, c'est-à-dire d'anticiper la capacité d'un système à faire face à des chocs, en tout cas les chocs potentiels dont on a connaissance. Voilà, d'où la petite illustration, la fable bien connue
Chêne et du roseau de Jean de La Fontaine. C'est une question que, si on intéresse, l'état d'esprit, en tout cas dans lequel on est en permaculture, c'est faire des systèmes flexibles, adaptables, qui sont en capacité d'évoluer. Et ensuite, penser à l'emplacement relatif des éléments. Je dirais que ça fait partie de la boîte à outils qu'on a dans la méthode de design. Alors, je vous ai mis un extrait ici d'un ouvrage de David Holmgren sur Médiodora, sur son habitat. J'ai traduit ici les termes de son livre. Voilà, on voit des éléments et on voit après les interrelations entre les éléments du système. Vous voyez. Donc, on s'est parlé d'écosystème humain durable tout à l'heure. Je trouve assez bien illustré par ça. C'est-à-dire qu'on pense vraiment à quelles sont toutes les interactions, comment est-ce qu'on peut maximiser ces interactions, ces fameuses synergies entre tous les éléments, par exemple, ce qui permet entre autres de réfléchir à la façon dont on va recycler les éléments nutritifs ou les formes de matériaux, d'énergie dans l'habitat. Alors, par ailleurs, dans la méthode de design, il y a cette notion de zonage. Bon, je ne vais pas beaucoup m'y attarder, mais c'est globalement l'idée qu'on va prêter attention à les fréquences d'usage des espaces pour définir les circulations, également le positionnement de quel élément à quel endroit. Alors souvent, dans les bouquins de permaculture comme ici, c'est illustré dans l'aménagement de jardins ou d'espaces extérieurs, mais la notion de zonage peut aussi très bien s'appliquer dans l'aménagement d'espaces intérieurs. Autre principe de conception un peu surprenant au premier regard, c'est le problème et la solution. C'est illustré par cette boutade de Bill Mollison. Vous n'avez pas de problème de limaces, vous avez une déficience en canard. Donc, quelle est l'idée derrière? C'est que l'idée est que quelque chose qu'on va considérer de prime abord comme problématique peut, si on prend le temps de l'investiguer, d'y réfléchir, de faire preuve de créativité, bien on peut en tirer parti. En l'occurrence, dans l'exemple là, c'est le fait que des limaces peuvent servir effectivement de nourriture à des canards. Donc ça c'est aussi un appel du pied à notre créativité que je trouve assez original. C'est voir comment quelque chose qu'on considère a priori comme négatif, on pourra en tirer parti, en faire une force. Voilà pour un balayage nécessairement très synthétique de ces principes et plus généralement de l'approche permaculturelle. Une fois qu'on a posé ça, ce que je voulais aussi resituer, ça me semblait important, c'est mon regard en tant que permaculteur sur les enjeux majeurs de l'habitat aujourd'hui. Quels sont-ils? Quel regard porte la permaculture, finalement l'approche permaculturelle là-dessus? On parlait de durabilité des éléments. Forcément, ça pose tout de suite la question de la durabilité des habitats, en l'occurrence. Malheureusement, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup d'habitats modernes ou contemporains réalisés aujourd'hui, ils ont des durées de vie relativement courtes. Parfois, certaines tiennent à peine le temps de la garantie décennale. Donc, c'est-à-dire 10 ans après la fin du chantier. Donc, il y a alors qu'à contrario, dans l'approche permaculturelle, on devrait penser une durabilité de beaucoup plus long terme, se projeter sur des siècles, comme dans les formes de construction traditionnelle. Donc, c'est un enjeu majeur. Autre chose que je voulais illustrer ici, c'est penser le cycle de vie, finalement, des matériaux qui vont composer généralement une construction. Maintenant, d'ailleurs, ce qui est intéressant avec la nouvelle réglementation, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, c'est qu'on arrive, ça y est, d'un point de vue réglementaire, à une première prise en compte de ce qu'on appelle l'analyse des cycles de vie. Prêtez attention, tout le cycle des matériaux, des éléments qui vont composer une construction. Donc, d'où est-ce que ça vient? A fortiori, sur de la permaculture, on va chercher à privilégier des ressources locales, à reterritorialiser finalement les circuits économiques de la construction. Combien de temps ça va durer? Et puis, est-ce qu'il y a une réparabilité, une capacité de s'approprier les choses pour les réparer? Et puis à la fin du cycle de vie, comment les choses vont-elles se passer? Est-ce qu'on va aller idéalement vers des possibilités de recyclage ou de compostage ou de retour même directement en terre des matériaux utilisés? Ça fait en tout cas partie pleinement des préoccupations des permaculteurs lorsqu'on parle de construction. Autre élément, je voulais illustrer ici avec des fondations qui sont faites sur pieux, qui sont vissées dans le sol.
sur lequel après va être mis en place une plateforme sur lequel après on a la construction. Bien, c'est pour parler d'un enjeu qui est clairement établi aujourd'hui, c'est celui de à la fois la lutte contre l'artificialisation des sols, le fait de ne plus bétonner les sols, de ne plus les rendre imperméables. Et ça va de pair finalement avec aussi beaucoup de réflexions émergentes aujourd'hui autour de la réversibilité également des constructions. Le fait qu'elles soient totalement démontables, et y compris au niveau de leur fondation, lorsqu'elles en ont. Il y a cette notion effectivement de devenir plus léger sur la Terre. Pourquoi un enjeu important? Bon, parce qu'il y a effectivement, c'est largement documenté, maintenant on a une consommation très très forte des espaces non bâtis qui vont être occupés maintenant par de l'habitat, souvent de l'habitat pavillonnaire, par des infrastructures routières, par des infrastructures des activités économiques. Et ça pose des enjeux majeurs en termes à la fois de préservation du vivant, de capacité des sols à infiltrer les eaux pluviales, etc. Donc, cette capacité finalement de déjà ne pas artificialiser les sols et partant aussi de penser une réversibilité totale du bâti, je pense que c'est aussi un point d'attention important. Également, on parlait de prendre soin de l'humain, si vous vous souvenez, dans les principes éthiques. Donc derrière une application, une déclinaison, ça va être la question de prendre soin de son corps et à faire en place des habitats sains qui sont le moins impactants possible sur la santé humaine. Alors, les questions de qualité de l'air intérieur, maintenant, moi, je pense que c'est assez bien intégré dans le milieu de la construction. En tout cas, c'est quelque chose qui a pleinement sa place. Mais ça va aussi sur d'autres choses. Par exemple, la question qui est beaucoup plus controversée et fait moins consensus, clairement, également des pollutions électromagnétiques dans l'habitat. Comment est-ce qu'on va pouvoir minimiser ces pollutions électromagnétiques également, par exemple? Alors, l'architecture bioclimatique également, je pense qu'elle fait pleinement partie maintenant des fondamentaux des constructions. Et il faut savoir que Mollison et Holmgren parlaient déjà de l'architecture bioclimatique dans leurs premiers ouvrages, Permaculture 1 et Permaculture 2, donc je veux dire, le fait que ça soit un cadre, ça fait partie un peu du cadre de base pour penser les constructions permaculture, il date des origines. Vous illustrez les principes, on va dire, vraiment structurants dans ce petit schéma qui est bien fait. À la fois, comment ça, voilà. On se protège du froid, on maximise l'isolation thermique, on assure une inertie thermique importante du bâtiment, on capte les différentes formes d'énergie solaire, etc. Mais tout en assurant également un confort d'été. Donc, je ne vais pas rentrer sur un exposé sur ce qu'est l'architecture bioclimatique, mais clairement, c'est aussi très très structurant dans l'approche. Autre enjeu majeur, c'est celui de l'implantation de ce qu'on appelle maintenant les low-tech, donc des technologies simples. Pour beaucoup de raisons. Il y a des questions, déjà une question d'impact environnemental, parce que globalement, du high-tech va consommer un niveau de ressources beaucoup plus élevé que du technologie low-tech. Il y a aussi la notion d'appropriation, c'est-à-dire qu'en tant que particulier, on est beaucoup plus à même de mettre en place, de créer, de réparer une solution low-tech qu'une solution high-tech. En général, on est dépendant de fournisseurs et de professionnels spécialisés. Donc il y a derrière aussi des notions finalement d'appropriation, les questions de résilience de l'habitat qui sont en jeu derrière ces notions de low-tech. D'ailleurs, si vous voulez voir beaucoup de belles illustrations, je trouve, de ça appliqué à l'habitat, il y a beaucoup de productions faites par le Low-Tech Lab, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Une application évidemment qui rejoint aussi la notion d'économie circulaire appliquée à l'habitat, c'est les toilettes sèches, qui sont un peu un incontournable, presque un cliché d'ailleurs de la permaculture appliquée à l'habitat. Autre enjeu majeur, bien sûr, c'est l'adaptation au changement climatique, au dérèglement climatique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire face à globalement des événements climatiques de plus en plus extrêmes, l'instabilité des températures, l'instabilité des pluviométries. Et ça impacte, entre autres, bien sûr, le secteur de la construction, à la fois dans ses modes constructifs, mais aussi sur comment est-ce qu'on va faire face, par exemple, cet été 2022, à des canicules très importants. Par exemple, la question du confort d'été, c'est une question qui a clairement poussé un cran supérieur aujourd'hui.
Et enfin, je terminerai par la question de l'épuisement, ou du moins la raréfaction des différentes formes de ressources fossiles, hydrocarbures, ressources minières, notamment métaux. Eh bien, ça, c'est une problématique importante qui a été déjà pleinement traitée par Mollison Holmgren, parce que il cite explicitement dans leurs ouvrages le célèbre rapport Meadows qui date de 1972, fait par une équipe du MIT, qui a mis en lumière le fait que l'ensemble des ressources dont utilise nos sociétés industrialisées sont amenées à s'épuiser tôt ou tard, et ce qui va entraîner des conséquences absolument radicales sur précisément tout l'ensemble de fonctionnement de nos sociétés. Là, c'est pour ça que j'ai mis l'image d'ailleurs d'un des modélisations qu'on voyait dans ce rapport Meadows, le modèle World 3, qui est un peu finalement le modèle business as usual. Si les choses se poursuivaient telles quelles, les dynamiques se poursuivaient telles quelles à partir de l'année d'effet le modèle en 72, comment les choses allaient se passer. Ce qui est assez remarquable, c'est que il y a d'autres travaux qui ont été faits par la suite, dont un en 2012, je vous ai tiré ici l'illustration, qui ont comparé des données statistiques réelles avec les projections, et c'est quand même assez bluffant, parce que il y a quand même les données réelles sont très globales, les tendances sont très cohérentes avec les projections réalisées, donc on a un modèle qui est quand même qui a l'air d'être tout à fait solide. Et donc, qu'est-ce que ça amène sur la question de l'habitat et de la construction ? Eh bien, ça amène des questions on a aujourd'hui déjà atteint des formes de plafond sur un certain nombre de ressources fossiles, et on atteindra des formes de plafond sur bien d'autres ressources fossiles dans les années à venir. Comment anticiper ça ? Comment diminuer notre dépendance vis-à-vis de ces ressources-là, et voire même pour anticiper le futur où on disposera de moins en moins de ces ressources. Et je le reprécise bien, quels que soient les moyens, les ressources financières, le moyen technique qu'on met en place pour extraire ces ressources. C'est bien sur un phénomène structurel sur lequel il va falloir s'adapter. Bon, alors je voulais faire un petit panorama très simple de mode constructif que je trouve très cohérent par rapport à ces enjeux et par rapport au principe de la permaculture. Les modes constructifs se démultiplient aujourd'hui en France sur le domaine de la construction écologique, c'est très bien. Je prenais ici un petit temps petit temps d'illustration pour donner des éléments, par exemple la construction de type grèbe avec une ossature bois et remplissage paille. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez bien connu dans la construction et qui a été même on a mis en place des règles de construction paille en 2012 grâce au réseau français de la construction paille. Voilà, donc ça, par exemple, c'est une illustration d'un mode constructif qui est bien connu, qui est encadré, qui est structuré, donc il y a des filières de construction, de formation des professionnels. Une autre déclinaison, c'est le mélange terre-paille, où cette fois-ci dans des coffrages, on va avoir des mélanges entre le matériau paille et le liant, qui va être une terre argileuse. Plus récemment sont arrivés aussi les systèmes constructifs avec de la paille porteuse, donc ça c'est une technique, c'est plus expérimental, c'est encore plus marginal, mais je trouve ça très intéressant, sur comment est-ce que sur des bâtiments on va pouvoir se passer de structures bois et effectivement utiliser le matériau paille à la fois comme matériau d'isolation, de remplissage des parois, mais aussi comme matériau qui va porter les charges. Le pisé également, c'est quelque chose qui est en train d'être remis au goût du jour maintenant, c'est l'utilisation de la terre branchée. Alors c'est une technique très ancienne, mais qu'on est en train de réadapter aujourd'hui avec les normes de constructifs modernes. D'autres choses, là, les panneaux lamellés-collés, alors qu'ils ne viennent beaucoup, c'est quelque chose qui a beaucoup été développé dans les pays d'Europe scandinave et les pays germaniques. C'est encore peu présent en France, mais j'imagine qu'il y aura un futur quand même prometteur pour ce type de système constructif. C'est-à-dire que ça va être des éléments en bois qui vont être usinés en usine, et tout va être assemblé, des grandes pièces. Donc, c'est une rapidité de chantier qui est amenée vers ces modes constructifs-là. Après,
on parlait de réversibilité tout à l'heure. C'est vrai qu'un peu l'image archétypale quand on parle d'habitat réversible en France sur la yourte. Bon, je vais donner l'exemple d'une yourte contemporaine, parce que oui, la yourte traditionnelle des Mongols n'est pas adaptée au climat qu'on a en France métropolitaine. C'est beaucoup trop humide et froid chez nous. Donc, ça a été beaucoup réadapté par beaucoup de constructeurs en France. Et puis maintenant, on a des déclinaisons qui ont une certaine popularité. Moi, je le vois avec la paillourte, c'est-à-dire la forme, regardez la forme de la yourte, mais par contre avec quelque chose, on va avoir un niveau d'isolation thermique nettement supérieur, et on va jouer sur le matériau paille avec une ossature. La tiny house aussi a connu, dans le domaine de l'habitat réversible, un grand phénomène de mode ces 2 dernières années, un phénomène qui vient des États-Unis. Voilà, c'est vrai que je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça interroge nos façons d'habiter, de relationner avec un territoire, ce désir de mobilité, à la fois pour des raisons parfois professionnelles, parfois familiales, parfois juste l'aspiration au voyage. Ça interroge, et en tout cas c'est vrai que ça va vraiment à rebrousse-poil des formes d'habiter dominantes auxquelles on est habitué, où on est pleinement ancré physiquement sur un site. Un autre élément, alors, est plus atypique, avec des super adobes développés par l'architecte iranien Kader Khalili, où on va avoir l'utilisation finalement de la terre prélevée sur site, qui va servir de matériau, qui va remplir des sacs, qui vont servir donc même de matériaux de construction de base pour des constructions, voilà, avec ce type d'architecture incurvée, là, qu'on peut voir ici, ou encore des dômes géodésiques. Alors là, c'est finalement une réinterprétation de ce qu'a fait l'architecte Buckminster Fuller, un célèbre architecte qui a pensé cette notion de dôme géodésique, et maintenant je vois bien qu'il y a toute une réinterprétation maintenant dans le milieu de l'éco-construction sur l'utilisation de ce type de structure. C'est vrai, je pense à la fois pour des questions d'ordre esthétique, puis il y a effectivement des intérêts aussi d'un point de vue d'isolation thermique. D'ailleurs, récemment, j'ai fait un webinaire qu'on trouve sur la chaîne YouTube L'Atelier Fertile, où je parle encore d'un autre type d'habitat, celui développé par la société Tiny, qui est basée en Vendée. Je trouve vraiment intéressant. Ils ont pensé des sites d'habitat modulaires avec des niveaux de confort vraiment élevés, et des habitats également qui sont totalement réversibles. Je trouve que c'est vraiment illustratif de toute cette inventivité qu'on a aujourd'hui dans le domaine de l'habitat réversible. Bon, on en parle assez peu, et c'est vrai que je constate peu de personnes en France qui sont mobilisées sur le sujet, mais le sujet également des habitats aquatiques, réversibles, flottants, en capacité de faire face à des fluctuations importantes du niveau d'eau, que ce soit dans les estuaires ou les niveaux de bord de mer. C'est, je pense, aussi un grand sujet d'avenir. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus présent dans des pays où c'est une problématique vraiment majeure, comme les Pays-Bas, où se développent ces formes également de construction, même de quartiers, où on va trouver donc des formes d'habitat flottants, modulaires, en capacité aussi de s'adapter face à des variations de niveau. Bon, petit panorama, je voulais donner quelques réflexions aussi sur les questions de l'autonomie, ou plutôt des autonomies, puisque quand on creuse ce sujet de l'autonomie, on s'aperçoit assez vite que c'est pluriel, avec les différentes facettes de ce sujet-là. Alors, l'autonomie première auquel je pense, c'est l'autonomie en eau. On est quand même sur des consommations d'eau élevées en France. Je veux dire, c'est quand même 55 mètres cubes en moyenne par Français, par adulte, dont 20 mètres cubes de chaude sanitaire. Ça représente environ 150 litres par jour. Et petit graphe à droite, on voit que c'est pas réparti de façon égale. On voit bien que ce qui se taille la part du lion, c'est les bains et douches, et en deuxième place, les sanitaires. Petit graphe que je trouve vraiment utile à toujours préciser, parce que ça permet de vraiment voir où sont les priorités, quand même, sur les différents postes de consommation.
et à la fois pour des questions de résilience climatique, des questions de capacité aussi à se transformer en autonome en eau. On comprend bien que un enjeu majeur, d'ailleurs, c'est la question de réduire les niveaux de consommation d'eau. Je pense que dans mon expérience, en tout cas c'est mon expérience personnelle dans mon habitat, j'ai eu d'autres personnes dans la même situation qui l'ont confirmé. Si on a un habitat dans lequel on a une attention vraiment sur la consommation d'eau, qu'on est sur des toilettes sèches, ça c'est vraiment un point déterminant dans l'histoire, eh bien ça se fait de passer à une division par 3, un niveau de consommation en eau, c'est-à-dire passer sous les niveaux de 50 litres d'eau par adulte par jour, objectif qui est largement atteignable. Alors, il y a d'autres personnes qui vont parfois encore plus loin que ça, mais déjà un premier, c'est déjà une division vraiment importante. Par rapport au niveau classique. Alors, à noter que, par exemple, je vous ai mis l'exemple ici des mousseurs, qui sont des éléments maintenant bien connus de robinetterie, qui permettent de diminuer de façon importante le débit d'eau sur un robinet. Notez parfois les solutions techniques ne sont pas nécessairement très complexes, hein, c'est parfois des éléments très modestes, comme ici, qui peuvent jouer déjà un rôle assez déterminant. Et éléments modestes ou des éléments aussi de mode de vie. Je vous ai dit, le premier pote de consommation, c'est les bains et douches, quand même, avec 40% des consommations. Là, une solution, je veux dire, très efficace pour réduire minima le niveau d'eau nécessaire, c'est de se laver au bac, hein, ce qui finalement était un mode de toilette qui était très utilisé déjà par nos arrière-grands-parents et par beaucoup de pays, par beaucoup de peuples aujourd'hui encore à travers le monde. C'est simple, hein, un premier bac pour se mouiller et un deuxième bac pour se rincer, ça diminue très drastiquement le niveau de consommation d'eau. Donc voilà, je trouve ça intéressant comme exemple pour montrer que les solutions, c'est pas toujours des solutions techniques très complexes où pour l'autonomie en eau, il va falloir une cuve avec tout son équipement qui fait faire des dizaines de mètres cubes. C'est avant tout penser déjà réduire les besoins, et une fois si on a réduit vraiment de façon conséquente les besoins, d'ailleurs, les systèmes techniques, oui, ils sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre, ils sont beaucoup plus atteignables, etc. Donc, si vous voulez, il y a pas mettre la charrue avant les bœufs, encore une fois, c'est d'abord poser la question sur comment est-ce qu'on peut réduire les consommations, que ce soit par des équipements ou des habitudes du quotidien, des modes de vie. Et ensuite, on se pose la question de l'approvisionnement. Alors, c'est vrai que sur l'autonomie en eau, l'eau que je trouve la plus pertinente à première vue à utiliser, enfin une grande généralité, bien sûr, sont les eaux pluviales, à la fois parce qu'elles sont disponibles de façon assez homogène sur le territoire, mais aussi parce que ce sont globalement les eaux de loin les moins polluées par les activités humaines. Et donc, voilà, on va expliquer tout le dispositif, mais enfin, les installations, on va trouver un premier système de captation des eaux pluviales comme ça, avec un premier filtrage grossier, puis après l'arrivée dans des cuves, avant que ça soit pompé et filtré dans l'habitat. Vraiment des choses sur lesquelles il y a beaucoup d'exemples qui sont assez bien documentés. Alors à noter que après le type d'équipement, ça dépend du type d'usage. Donc si on est sur quelque chose de temporaire, de réversible, ou sur des usages en extérieur, par exemple des cuves IBC comme on a ici, qui peuvent se mettre en série, ça peut être intéressant, mais par contre sur de l'habitat plus périn dans le temps, eh bien, je pense que la cuve enterrée est beaucoup plus intéressante. Voilà, petit schéma technique et petites images de chantier en guise d'illustration, mais voilà, c'est pour reciter ces petits exemples sur lesquels je ne vais pas m'attarder au niveau de la technique, mais c'est simplement pour encore une fois illustrer qu'il n'y a pas une solution parfaite, c'est encore une fois très contextualisé en approche permaculturelle. Par aller piocher parfois des solutions techniques qui viennent d'autres métiers ou d'autres domaines. Là, c'est pour ça que j'ai mis l'exemple d'une citerne souple. Ça, c'est vrai que c'est peu utilisé, on y pense peu dans le domaine de l'habitat, mais ça nous vient du domaine de l'agriculture. C'est quelque chose qui est bien utilisé dans les exploitations agricoles. Et voilà, tout à fait possible de l'utiliser à une échelle d'habitat. Ça peut être un mode de stockage d'eau, c'est vrai, qui est économique, il y a des économies d'échelle vraiment importantes dans ce type de matériel-là. C'est pour aussi donner l'idée qu'on peut aller piocher ailleurs. Et puis, autre exemple, toujours sur cette volée de l'autonomie en eau, celui des filtres gravitaires. En l'occurrence, c'est celui que j'ai chez moi. C'est aussi
pour montrer que les problématiques d'autonomie et de résilience sont très interconnectées, bien que ce soit quand même deux concepts différents. Là, par exemple, donc le filtre gravitaire, ça permet à la fois de pouvoir filtrer les eaux pluviales en vitesse de croisière, disons, mais si jamais j'avais une rupture d'approvisionnement à un moment donné, eh bien, je pourrais aller piocher au premier lac ou au premier cours d'eau aussi, puisque c'est un niveau de filtration très bon, et donc même des eaux assez chargées, eh bien, pour être accepté. Donc c'est à la fois une utilisation pérenne, une utilisation du quotidien que je fais, mais ça pourrait aussi servir de solution de secours en cas de rupture d'approvisionnement. Et donc c'est genre ces deux notions à la fois. Qu'est-ce qu'on fait en vitesse de croisière, mais quelles sont les solutions, les options dont je dispose, même en cas d'urgence, quitte à ce que, bien sûr, on n'ait pas le même niveau de confort, eh bien, on a des solutions techniques. Alors ça, c'est bien sûr, les fameuses toilettes sèches. Bon, mais en fait, finalement, le sujet de la toilette sèche, on pense souvent économie en eau, bien sûr que c'est important, mais c'est aussi la question de boucler les boucles en termes de fertilité des sols, de créer finalement, progressivement au fur et à mesure du temps une autonomie sur la fertilité également sur un site, vous voyez, donc c'est pas pour rien qu'on trouve toujours une interconnexion entre low-tech, solutions et puis solutions qui vont amener plus d'autonomie et de résilience. L'intégration aussi de ces notions d'autonomie, ça va s'illustrer par l'autonomie sur les volets d'assainissement. Petite illustration ici sur les systèmes d'assainissement qui sont réglementés, qui sont légaux en France. Le plus utilisé étant la fosse septique, dit aussi maintenant fosse toutes eaux, également le fil compact, la microstation, mais c'est vrai que, à mon sens, c'est très nettement la phytoépuration qui est cohérente avec les principes naturels. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement technique, mais je crois on rejoint bien les notions de multifonctionnalité, de matériaux qui peuvent vraiment être extrêmement locaux, et puis finalement d'avoir tout un cycle finalement de dégradation des matières organiques contenues dans l'eau qui vont permettre après de recycler, parce qu'on peut réutiliser les boues, je veux dire, par exemple de tirer d'une phytoépuration dans un jardin ou une ferme par exemple, c'est quelque chose de possible. À noter, dans le milieu permaculturel est assez friand d'expérimentation de systèmes originaux qui sortent du commun. Donc si on parle d'assainissement, ça nous amène sur la solution de la pédoépuration. Alors c'est vrai qu'elle est compliquée pour des questions d'ordre réglementaire en France. Je ne vais pas rentrer dans la complexité de la réglementation, mais c'est vrai que ça la freine de façon importante. Mais ce concept de la phytoépuration qui consiste à amener les eaux grises dans finalement un sol, uniquement un sol, dans des tranchées comme ça d'épandage où c'est traité par finalement la biologie du sol, les êtres vivants présents dans le sol, directement sont finalement quelque chose de beaucoup plus simple que la phytoépuration. Eh bien, je trouve ça quelque chose de tout à fait intéressant. Pour poursuivre, donc la phytoépuration, je trouve que c'est une bonne illustration, montrer qu'il y a sans doute toujours des façons, même si la phytoépuration est déjà très intéressante en soi, de toujours se creuser, de trouver des façons de simplifier les systèmes pour les rendre moins consommateurs, plus simples à mettre en œuvre, plus économes à mettre en œuvre et plus résilients. Lorsqu'on parle d'autonomie, vous avez aussi des questions d'autonomie et aussi d'autonomie en électricité. Petit schéma pour illustrer les postes de consommation sur une maison, disons, très standard, avec tout électrique. Eh bien, on voit que ce qui se taille la part du lion, ça va être d'abord le chauffage, puis ensuite, deuxième poste, le cumul électrique. Le reste, c'est assez mineur. Donc, on voit assez clairement que les priorités, déjà, sur limiter les consommations d'électricité, ça va d'abord la question du chauffage. A priori, la solution que je trouve en général la plus intéressante ici est dans le chauffage bois. Disons, à condition que ça vienne d'une sylviculture durable, je trouve le chauffage, pour faire une généralité encore une fois, qui je trouve le plus pertinent. Et puis, on a vu en deuxième poste, eh bien, c'est l'eau chaude sanitaire, à passer sur la solution des eaux chaudes sanitaires solaires, les panneaux solaires thermiques,
qui peuvent contribuer pour une partie assez importante. Ça dépend de votre localité en France, mais en France métropolitaine, c'est entre 40 à 70% des besoins d'eau chaude qui peuvent être assurés par l'eau chaude sanitaire solaire. Et 40 à 70%, c'est sur une consommation d'eau standard. Donc si on serait sur une consommation d'eau nettement moindre par rapport à la moyenne, pourquoi pas, ça peut constituer effectivement potentiellement la quasi-totalité de l'eau chaude sanitaire. Alors, je vais terminer par quelques exemples, Méliodora encore une fois, avec quelques visuels. C'est très bien documenté dans l'ouvrage qu'a sorti David Engren en 2002, où il parle de tout son système, alors qu'il est disponible uniquement en langue anglaise, en version originale. Les concepts de l'architecture bioclimatique, on va voir illustrés très bien, je trouve, dans sa construction. Une petite photo aérienne. Et on voit bien que là, dans l'approche permaculturelle, il n'y a pas de scission entre bâtiments et espace extérieur. On pense à un système global, il y a beaucoup d'interactions entre aménagement intérieur et aménagement extérieur. Autre site aussi bien connu à l'international chez Ben Fawkes, qui a fait l'objet d'un ouvrage d'édition Imagine à Colibri, une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne, où des quantités de solutions techniques pour créer un habitat plus résilient qui sont expliquées. Des images de son site, on trouve quelques documentaires en ligne anglophones si vous recherchez. Crystal Waters, là aussi, du documentaire qui est bien documenté. C'est l'éco-village a été créé dans les années 80, il existe toujours aujourd'hui. Un autre éco-village en France qui est aussi bien connu maintenant, c'est le village Terra, dans le sud-ouest, là qui fait un grand travail d'expérimentation, grandeur nature, également de communication, de pédagogie autour même de leurs initiatives. Et là, c'est chez moi. Enfin, c'était chez moi, avant qu'on fasse la rénovation. Voilà, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication du chantier et de la conception du bâtiment, mais voilà, pour donner quelques exemples, ça c'était, vous aviez c'était la façade nord du bâtiment au démarrage. Le plan d'architecte, après, amener plus de lumière, profiter des apports thermiques. On voit l'intérieur du bâtiment avant qu'on fasse la rénovation. On a refait tout l'intérieur du bâti. Il y avait un peu d'enduit chaud, mais derrière, c'est de la pierre massive qui est mise en place, 60 cm d'épaisseur. Voilà, on voit l'intérieur de la construction, parce que j'avais tout enlevé, sauf on voit la poutre centrale et les solives. Voilà, l'idée de notre conception, l'idée directrice, ça a été de préserver la structure ossature bois traditionnelle qui est présente, ossature bois retroussée qu'on voit ici, et puis mais en même temps faire un confort notamment thermique important. Ouais, donc cette notion de mixer l'ancien et le nouveau, faire avec l'ancien, je pense que c'est vraiment important. Le parc bâti se renouvelle très lentement, donc l'essentiel des bâtis du futur, des décennies à venir, existe déjà. Je pense que voilà, c'est pour ça que bien sûr que la construction neuve ouvre le champ des possibles évidemment plus simplement, parce qu'on parle d'une page vide, mais quantitativement, je suis persuadé que c'est la rénovation qui va être la solution pour la création de la majorité des habitats de demain. Voilà, bon, petit plan d'architecte 3D sur le bâtiment terminé, sachant que c'est mitoyen, donc il y a bref, c'est pour ça qu'on voit que deux façades. Là, petite illustration en cours de chantier avec le sol refait avec un sol en argile, la mise en place de plaques de fermacelle derrière une isolation en laine de bois, pour créer plus de confort thermique, confort acoustique aussi, puisque laine de bois entre l'étage et le rez-de-chaussée. Voilà, quelques petites photos pour illustrer la démarche. Ici, ce qu'on voit le plancher de l'étage, c'est du parquet liège, ce qui est une apparence bois, mais c'est bien du 100% liège, ça permet de jouer un rôle de confort thermique, d'amortissement aussi des chocs et des chutes, et un rôle aussi de régulation d'humidité, etc. Donc, c'est
voilà, il faut prêter souvent attention aux nouveautés sur le marché parce que ça se renouvelle beaucoup. Là, c'était un matériau qui venait tout juste d'arriver sur le marché en 2020, qu'on avait pu utiliser. Alors voilà, l'habitat, bien sûr, c'est l'intérieur, mais c'est aussi l'extérieur. C'est arrêter de scinder d'une part ce qui serait le paysagisme et qui s'occupe de l'extérieur, et d'autre part le secteur de la construction. C'est avoir vraiment une réflexion globale sur l'aménagement des deux. Par exemple, ce qui a été très structurant chez nous, ça a été d'abord la mise en place d'espaces de compostage, on comprend bien, forcément, qui dit toilette sèche dit nécessairement tout de suite implantation d'un espace de compostage, puis derrière, ça a été l'élément structurant pour penser tout le reste du jardin. Voilà. Petite image, et là on voit la phytoépuration au premier pas, la palissade après que j'ai créé par la suite, la pergola avec le composteur en dessous, etc. Bon, après, moi, j'ai dans mon travail en tant que formateur consultant en permaculture, j'ai pu faire des design et surtout de jardin, de fait, mais il y avait toujours cette réflexion entre comment on fait ces interactions entre intérieur et extérieur dans des configurations très diverses. Là, par exemple, c'est l'exemple d'un jardin pavillonnaire très en longueur dans un milieu périurbain. Voilà, autre milieu périurbain, même là où on avait une diversité de fonctions. Par exemple, là, on avait des parties qui étaient très concentrées autour d'un aménagement type jardin-forêt, ici. Et puis d'autre part, on avait une distinction avec des parties verger potager avec de la haie fruitière et des serres, etc. Donc, pour un même site, aménagement extérieur, on peut avoir différentes formes d'aménagement, différentes formes d'esthétique. Il ne faut pas nécessairement se tenir à une seule forme de chose, une seule forme d'aménagement. Et là, c'est un autre schéma sur un des projets les plus complexes sur lesquels j'ai pu travailler. J'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube où je suis un peu en détail de tout ça, où sur un site de 2 hectares, on a pensé l'autonomie totale en alimentation pour une famille dans le Finistère. Si on parle de permaculture, je trouve qu'il y a un très bon documentaire qui est sorti en 2016, L'éveil de la permaculture, que je trouve un très bon documentaire d'introduction. Sur l'habitat, vous trouvez l'ouvrage de Gilles Ferret, Permaculture, créer un mode de vie durable, qui décline les réflexions, l'approche permaculturelle dans le mode de vie. Vivre autrement, là sur l'aspect habitat collectif, écrit par l'américaine Diane Leaf Christian, je trouve vraiment très pertinente sur cette dimension-là de l'habitat. À une dimension encore plus large, on trouve l'ouvrage de Rob Hopkins, figure médiatique du mouvement des villes en transition, avec son manuel de transition. Et puis, l'ouvrage que je recommande toujours en tant que porte d'entrée pour les néophytes sur le monde de la construction écologique, c'est La construction écologique de Jean-Claude Mangoni. Voilà, moi-même dans mon activité, je propose des formations, notamment sur des formations webinaires, des formations aussi disponibles à la demande en ligne sur une plateforme de formation qui porte sur beaucoup des thématiques qu'on a pu aborder ici. Voilà. Et j'ai édité à ce jour 2 ouvrages sur le droit qui est lié à l'habitat. Un ouvrage assez généraliste, guide juridique pour les constructions écologiques, qui balaye très large, beaucoup de thématiques, et un ouvrage plus spécialisé, guide juridique pour l'habitat léger, qui porte sur la réglementation spécifique aux habitats réversibles en France. Merci beaucoup Joris pour toutes ces explications, vraiment intéressant. J'avais noté au fur et à mesure quelques questions et puis je vois que tu y réponds au final. Je vais juste revenir sur un point, parce qu'aujourd'hui on a un contexte économique et géopolitique un peu compliqué. On nous parle énormément de sobriété. C'est pas un sujet que tu as beaucoup développé, même si derrière c'est sous-jacent. Est-ce que tu aurais quelques exemples, quelques principes pour justement aujourd'hui, à partir d'un habitat existant, des principes pour appliquer cette sobriété? Ça pose la question de faire un état, déjà de l'observation. Je veux dire, c'est un peu un leitmotiv auquel on revient tout le temps en permaculture. C'est se poser la question de déjà où est-ce que j'en suis, quels sont les postes de consommation. Maintenant, avec pour ceux qui disposent du compteur litre, on est censé disposer, et que ce soit pas toujours très pratique, très très faisable en pratique, mais malheureusement je trouve d'une lecture assez fine des différents postes de consommation.
Ça peut être aussi par la mise en place de wattmètres différents au niveau des prises électriques, hein, des appareils pour connaître les niveaux de consommation réels également, appareil par appareil. C'est une méthode d'observation qui est possible. En tout cas, voilà, on ne peut pas faire l'économie, je pense, d'observer ça. Ensuite, ça peut... je pense que le premier poste, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que la première question, c'est la question du chauffage. Quantitativement, si on est sur du chauffage électrique, c'est de très loin le premier poste de consommation. En fait, ce que ça va interroger derrière, c'est la question dans le mode de vie. Ce que j'entends, c'est le niveau de température qu'on juge acceptable. C'est assez marqué d'un point de vue à la fois culturel et historique. Par exemple, chez nous, le confort thermique, souvent, pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est autour de 22 degrés Celsius. On considère que c'est une bonne température. Or, en fait, on peut. C'est vrai que si on a de l'ordre de quelques degrés en moins par rapport à cette norme sociale-là, on est sur on est sur de l'ordre de on peut atteindre 30-40% d'économie d'énergie, quoi. Donc c'est vraiment l'économie qu'on peut faire de ce côté-là. Après, il faut entendre que le confort thermique, comme tu le sais déjà sans doute bien, c'est pas qu'une question de température. Je pense que c'est important de toujours le repréciser. C'est une combinaison de plusieurs facteurs, notamment une combinaison entre la température et l'hygrométrie de l'air. C'est-à-dire que si on prête attention à avoir un air qui est plus sec, donc ce qui amène derrière à avoir moins de hygrométrie de l'air, ce que je veux dire, c'est pas mal, eh bien, ça peut permettre, déjà en termes de confort thermique, déjà de un peu contrebalancer le fait d'avoir une température plus faible. Donc ça pose la question d'ailleurs de comment est-ce que le système de ventilation fonctionne correctement, etc. Est-ce qu'il a un bon entretien. C'est souvent un aspect qui est négligé dans l'habitat, on prête plus attention une fois que le système de ventilation est en place. Et puis c'est aussi, c'est tout bête ce que je veux dire, mais comment nos modes de vie, notre quotidien nous permet de faire en fait de façon confortable, avec température moindre. C'est-à-dire être en pull, avoir des couvertures, c'est assez basique ce que je dis, mais c'est en fait interroger nos modes de vie sur comment est-ce qu'on peut faire. C'est un peu c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais si vous voyez dans les films historiques, on va voir des personnes qui sont en manteau alors que sont dans leur château fort, par exemple. Parce que c'était une température qui était normale à l'époque. D'accord, le fait qu'il fasse à peine plus de 10 degrés en intérieur. Bon, je ne recommande pas d'aller sur quelque chose d'aussi extrême, mais c'est pour montrer que on a c'est cette notion de comment j'habite, comment je m'habille, comment je fais mon quotidien, ça a un rôle majeur sur la consommation énergétique. Voilà, après ça peut aussi passer par des choses par des petits équipements, quoi, comme la marmite norvégienne, par exemple, sur les cuissons des aliments. Voilà, c'est quelque chose que j'ai mis en place chez moi, c'est-à-dire un petit caisson très isolé, ça peut être fait vraiment do it yourself, avec des matériaux assez basiques, qui va permettre de faire une cuisson qui nécessite, sur le principe, en tout cas, seulement un quart d'énergie qu'on aurait mis normalement pour l'énergie de chauffage des aliments. Très bien, merci Joris pour ces quelques conseils complémentaires. Une présentation très très complète, merci en tout cas pour toutes ces explications et pour cette intervention. Merci à tout le monde pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle visioconférence. Bye bye, merci Joris. Merci beaucoup.